Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital. On est très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain hier contre Reims. 2-0. On va revenir sur l'ensemble du match et on fera une petite partie mercato avec les dernières rumeurs du côté du Paris Saint-Germain. Mais d'abord, vous présenter mon équipe. Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse en ce lundi matin? Salut Hugo, salut Yacine, salut Nico. Bah écoute, ça va bien, un peu froid, mais Ouais. La semaine dernière, Nico nous reprochait de parler du temps dans le podcast. Et là, je te dis, on va pas trop en parler. Vu le temps de merde, on va un peu plus passer rapidement. C'est Yacine toujours un Amnet. point météo pour démarrer. Oui, toujours. Yacine Amnet. Comment ça va, Yass? Salut à tous, ouais, ça va bien, merci. Tu nous as fait des brillantes interventions sur la formation française dans le Club des 5. Voilà, je vous invite à suivre à aller regarder les émissions sur la page YouTube du Club des 5 si ça vous intéresse. Très, très intéressant. Et de toute façon, on va en faire une, parce qu'il y a une trêve internationale. On en avait discuté avec Yacine. Donc pendant la trêve internationale, on va vraiment faire un podcast sur la formation, et notamment en Ile-de-France, ce qui va concerner le Paris Saint-Germain. C'est exactement, ça allait être la suite de mon propos, Mousse, de dire qu'on en avait parlé la semaine dernière et qu'on vous préparait ça dans les tuyaux, en tout cas dans le podcast Hors-jeu Capital. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nicolas? Salut tout le monde, ça va très très bien, impeccable. Eh bien, écoute, parfait. On peut commencer ce débrief de Reims-Paris Saint-Germain. La victoire donc du Paris Saint-Germain hier, 2-0, un doublé de Mauro Icardi, ça va lui faire du bien à la confiance pour l'attaquant argentin. Paris 7e qui remonte à la 7e position du classement avec 9 points. On va rentrer dans le débrief du podcast rapidement. Déjà, ma première question, alors on a vu la formation du Paris Saint-Germain, il y avait le retour vraiment du quatuor offensif Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi. Une formation en 4-2-4, Yacine, un peu, on va dire, originale, on va dire. Il a joué avec deux joueurs devant défense qui sont Draxler et Paredes. On a dit, j'ai vu beaucoup de critiques et d'avis sur la composition de départ de Thomas Tuchel, mais il s'avère qu'hier, en tout cas, ça a payé. Formation plutôt offensive, et dans le jeu, en tout cas, ça a été plutôt séduisant. Oui, ça a payé parce que Reims était quand même très limité. T'exagères. Reims, c'était un match ouvert hier, c'était un match plaisant. Ça a essayé, ils ne sont pas restés à 11 derrière. Pour moi, quand tu dis c'est qu'ils sont restés à 11 derrière. C'est pas vrai. Non, j'ai pas dit Reims a pensé qu'à défendre, j'ai dit Reims était très limité, c'est pas pareil. Il y a des contres, et je peux te dire que quand l'équipe elle est déjà coupée en deux au bout de 25 minutes et que tu as des contres à jouer, que tu n'es pas capable de faire deux passes dans les 30 derniers mètres, il y a quand même un problème. Mais bon, c'est bien parce que moi je trouve que de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un match ouvert. Un match ouvert. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu la compo, je me suis dit comment il peut en fait tout le temps dire je peux pas mettre Verratti, Paredes, le volume de jeu et mettre Paredes, Draxler. Bon, je pense qu'il y a aussi à un moment donné le fait qu'il faille vendre Draxler et qu'il a besoin de le montrer. Alors c'est peut-être que Reims, mais en tout cas, voilà. Je pense que ça fait partie de la réflexion. Voilà, maintenant je trouve que c'était un match sérieux, ils ont été, c'était plaisant. Voilà, il y a des matchs où tu peux te permettre de pas avoir un équilibre dans l'équipe, ça ne te portera pas préjudice. Voilà, c'était plaisant. Je pense que malgré tout, le score aurait dû être beaucoup plus lourd, avec un peu d'efficacité. Mais voilà, c'était un match plaisant, quoi. Ça va être une grosse partie de notre débrief de podcast, l'exigence qu'on demande au Paris Saint-Germain dans ces matchs-là avec le manque d'efficacité. Nico, ma question, c'est un peu dans le prolongement de ce que dit Yacine. Est-ce que, en tout cas, le Paris t'a séduit hier dans le jeu et les intentions offensives? On reviendra sur le manque d'efficacité, mais en tout cas dans le jeu et de ce qu'ils ont montré hier. Oui, c'était un match sympa. C'était un match sympa parce que déjà Reims avait un côté un peu foufou également, pas très bien organisé, une défense qui était vraiment loin d'être rigoureuse et efficace. Donc ça a permis effectivement, notamment en premier mi-temps, d'avoir pas mal de belles actions. Et puis, comme le dit bien Yacine, l'équipe du Paris Saint-Germain était complètement coupée en deux très vite, ce qui à l'arrivée donnait un match très ouvert avec des Parisiens qui ne pensaient qu'à attaquer. Il y aurait dû avoir plus de buts, mais ce genre de match, on n'en verra pas beaucoup dans la saison parce que ne peut pas imaginer vraiment une équipe construite de la sorte. Voilà, tu sens que c'est pas possible d'imaginer ce PSG avec une telle structure, avec ce genre de profil de joueurs sur des matchs avec ne serait-ce qu'un tout petit peu de qualité offensive en face. Là, comme le dit Yass, si tu as des Rémois capables d'être un petit peu lucides en première mi-temps notamment et de bien passer sur les 2-3 passes importantes, tu te mets vraiment en danger de manière hallucinante. Donc là, ça passe hier parce que c'est un match un petit peu sympa,
un peu à prendre à la légère, j'ai même envie de dire. Mais j'ai pas été plus séduit que ça par rapport à ce PSG-là, parce que pour moi, c'est un PSG qui peut pas être bâti. Enfin, tu peux pas, et voilà, c'est pas le PSG que tu peux voir sur l'ensemble de la saison. C'est totalement improbable. Le sens de ma question, c'était plus par rapport au début de saison où voilà, il manquait des joueurs. Dans le jeu, on a beaucoup critiqué le jeu du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'était le match mousse le plus abouti du début de saison de la reprise en Ligue 1. Oui, parce que c'est le 4e match et que on sait qu'ils étaient encore dans une sorte de préparation. Et donc là, on sent que ça va quand même un peu mieux physiquement pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le fait que l'équipe soit coupée en deux, alors ça aurait pu paraître un peu inquiétant, mais on a vu en même temps que Kimpembe et Marquinhos jouaient très très haut sur le terrain. Ils ont quasiment joué toute la partie dans le camp adverse. Donc j'imagine que c'était aussi les consignes pour ne pas laisser Paredes et Draxler tout seuls, parce que Draxler, lui, il était vraiment, enfin, c'était un 5e élément offensif, hein, parce que dans le repli, c'était pas toujours ça. Mais sinon, comme l'ont dit Nico et Yacine, c'était plutôt un bon match. Et peut-être aussi que par rapport à l'adversaire, Thomas Tuchel a peut-être pris le risque en se disant c'est Reims, c'est effectivement Reims c'est une équipe un peu plus ouverte que les autres en Ligue 1. Ils n'ont pas non plus joué en bloc bas à 10 derrière. Non, ils ont quand même essayé de jouer, ils ont essayé de contre-attaquer. Alors évidemment, comme l'a dit Yacine, c'était un peu plus dur pour les Rémois, mais moi je trouve que c'était un match sympa, pas désagréable à regarder. Et puis on va rentrer dans le détail sur les joueurs. Premièrement, très content pour Mauro Icardi. C'est important de retrouver la confiance avec un doublé. Et il aurait pu inscrire encore beaucoup plus de buts. Et puis Neymar. Voilà, Neymar, extraordinaire encore une fois hier. Ouais. Voilà, donc non, satisfait. On remonte au classement tranquillement. Après, il faudra voir la commission de discipline par rapport à Neymar, ce qui est un peu inquiétant. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. Je voulais commencer par la déclaration de Thomas Tuchel, mais puisque tu commences par Mauro Icardi, allez, parlons de l'attaquant argentin qui a retrouvé la confiance. Il faut rappeler qu'il n'avait plus marqué depuis le 29 février dernier contre Dijon, donc ça commençait à faire une belle disette. Yacine, sur son match à Mauro Icardi, 22 ballons touchés, hein, c'est énorme, c'est 10 de plus pratiquement qu'à chaque match, on va dire sa moyenne. 9 dans la surface, c'est ça qui est important surtout. Il a eu 4 tirs et 2 buts, et en plus, c'est 2 buts quand même assez sympas, en tout cas dans la construction des actions. Le premier, avec cette passe cachée d'Mbappé, il arrive à bien la rabattre et à marquer comme on sait qu'il sait le faire. Et la deuxième, c'est plus une action collective terminée par Mauro Icardi, mais en tout cas, dans le placement, il était là. Comment tu as trouvé son match à l'attaquant argentin ? Bon dans les déplacements. On l'a senti beaucoup plus mobile que les premiers matchs. Bon dans son jeu de remise, parce qu'il fait une belle remise sur Di Maria. Bon dans son efficacité, parce qu'il y a la tête qu'il met sur le gardien. Je pense qu'il y a mieux à faire, mais bon, c'est compliqué quand tu es prêt comme ça aussi, de savoir où est-ce que tu la mets vraiment. Il l'a prise un peu, voilà, il voulait la frapper plus fort que la placer. Voilà, je l'ai trouvé intéressant. Il a fait quelques replis défensifs aussi. On sent en fait, globalement, le fait d'être mieux physiquement, ça a donné un autre joueur. Et on le voit tout de suite dans ses premiers appels que c'est pas le joueur un peu lourd et pâteau des premiers matchs. Voilà, c'est bien, c'est intéressant parce qu'il marque, et on avait dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il avait, alors il n'avait pas été très bon, mais même s'il avait été très bon, les buteurs, ils vivent aussi par ça. Là, il a mis 2 buts, voilà, ça va le libérer un peu. Et je pense que c'est bien pour tout ce qui va arriver derrière. Il en avait besoin, et puis Paris va monter en puissance aussi parce que ça va enchaîner les matchs. Et puis après le match d'Angers, il y a 15 jours de trêve internationale. Donc il y en a qui ne sont pas appelés en sélection, qui vont pouvoir continuer à travailler. Voilà, ça va être de mieux en mieux. Nico, c'est vrai que Yacine le disait, on l'a vu, il était un peu moins pâteau, un peu moins grassouillet, hein. Je disais dans un tweet que les barbecues avaient été digérés et qu'il était un peu plus vite sur le terrain dans ses prises de balles et même comment il se retournait dans ses déplacements, etc. Toi, comment tu analyses le match de l'Argentin qui permet quand même au PSG? Parce qu'on va en parler tout à l'heure du manque d'efficacité, mais heureusement qu'il est là, Mauro Icardi, pour marquer ses 2 buts, parce que s'il n'avait pas été là, est-ce qu'on aurait livré la même analyse de ce match? Yacine a bien résumé son match. Je vais juste rajouter que ce qui m'a plu, c'est qu'on le cherchait. Voilà, hier, on a vu Mbappé, on a vu Neymar, Di Maria, comme d'habitude. Voilà. On sentait qu'il y avait un petit peu cette mission collective de faire marquer Icardi pour lui redonner cette confiance.
ça va compter parce qu'on l'a déjà dit ici, c'est vrai que les attaquants ne vivent que par le but et que au bout d'un moment, ça commence à être long pour lui. Après, c'est un peu dans la continuité de son match à Nice que j'avais déjà moi trouvé assez intéressant. On le voit voilà, plus rapide, plus vif. Il se place mieux, il attire plus le ballon. Techniquement, ça reste du bon. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon joueur, ça change pas. Et puis hier, la petite différence, c'est que les poteaux à Nice, voilà, poteau à Nice la semaine dernière, cette fois-ci c'est rentré. Mais je trouve que c'est vraiment dans la continuité. Maintenant, il va falloir qu'il confirme. Mais il est sur la bonne voie, ça se voit. Et puis dans la tête, ça va le libérer. Donc ça peut être que positif pour la suite. Mousse, c'est vrai qu'un attaquant, il a besoin de marquer pour se libérer, pour moins réfléchir, pour prendre moins le temps quand il arrive dans le but. Voilà, parce qu'un attaquant, dès qu'il cogite un peu devant le but, c'est là où il rate son geste, etc. Et là, on l'a vu hier dans ses gestes. Moi, c'est le premier but, je trouve, qui est intéressant parce que il fait vraiment le contrôle qu'il fait pour se la ramener. Il est quand même un peu derrière et il arrive quand même à se l'amener comme il faut. Et ça, c'est un geste qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu faire une seule fois que ce soit les finales de Coupe nationale, le Final 8, etc. Ouais, faut dire qu'il revient un peu de loin, l'ami Icardi. Quand on se rappelle qu'il a été mis sur le banc à partir de la deuxième partie du championnat, c'est-à-dire après la trêve hivernale, d'un coup de baguette magique, Thomas Tuchel avait décidé que Cavani devait être le numéro 9 de cette équipe. Donc il a remis Icardi sur le banc. On ne l'a pas vu pendant la phase pendant le Final 8, on n'a pas beaucoup vu. Déjà pendant les matchs de préparation, souvenez-vous, les deux finales, à l'époque, il n'était pas très très bien. Donc je pense qu'il y avait une petite crise de confiance. Et puis il y avait évidemment le fait que physiquement, il soit pas prêt. Donc, et je suis assez d'accord avec ce que dit Nicolas sur le fait que hier, on l'a vraiment cherché. Et donc, il a touché beaucoup plus de ballons pardon, qu'avant le match de Nice. Parce qu'à Nice, c'est vrai, Nico a raison, c'était déjà un peu mieux. On sentait que physiquement, c'était mieux. Et même dans ses placements. Et hier, il était à la réception de quelques centres. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas pu les convertir, mais que ce soit sur son jeu dos au but et de remise, ou bien son placement sur la surface, et ben, tu as l'impression de retrouver le Icardi qu'on avait pu voir lors de la première partie de saison, lorsqu'il arrive au PSG. Efficace, qui joue en remise ou qui soit bien placé pour réceptionner quelques centres. Donc c'est plutôt rassurant, parce qu'on était vraiment inquiet de la reprise de Mauro Icardi, notamment physiquement. On s'était dit, ça y est, on l'a perdu, il a signé, il a un bon salaire, il ne va plus faire d'efforts. Donc là, c'est plutôt rassurant. Après, avoir comme je le disais tout à l'heure, dans les prochains jours, avec les suspensions, on attend encore la réponse de la commission pour Neymar et Alvaro. Mais si tout va bien, normalement, ça devrait être. Je pense qu'il va jouer avec deux milieux, comme on l'avait pressenti dans le podcast précédent. Ce ne sera certainement pas Draxler et Paredes. Mais et là aussi, je suis d'accord avec Yacine. Je pense que le fait qu'il ait titularisé Draxler, là, je fais un tout petit pas de côté. Je pense aussi que c'était pour le montrer. Il reste une semaine de mercato. Et c'est vraiment le joueur qui doit partir. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Pour le reste, très, très content pour Icardi. Ouais. Parlons de la prestation d'un autre joueur hier de l'effectif parisien, c'est Neymar. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur son match, mais il a fait un match, à mon sens, immense dans sa palette technique. Thomas Tuchel l'a dit hier, il a joué 6, 8, 10, numéro 9, il a fait à peu près tout. Il a manqué que le but ou la passe décisive. Mais Yacine, dans sa palette, en tout cas, il a été immense techniquement. On l'a vu faire des transversales de 30 mètres parfaites dans les pieds, des gestes qu'on adore dans le foot. Voilà, je pense que c'est ce pourquoi on aime le football, l'émotion, le plaisir, voilà, les gestes. Là, il y a ce petit râteau là, que je pense à devant Berisha qui regarde avec des yeux comme ça. Là, c'est ce qu'on voit quand on joue à FIFA Street. Il a été hyper important hier. Alors, peut-être que ça a été au détriment d'autres joueurs comme Di Maria qu'on a moins vu, dont on avait parlé dans le podcast précédemment, mais il a fait un énorme match dans la création et puis dans la dernière passe. Ouais, après, il a fait du Neymar malgré tout, parce que voilà, les 1 contre 1, quand il prend le ballon, voilà. Par contre, effectivement, il a joué beaucoup plus bas que d'habitude. Il est beaucoup venu chercher les ballons. Moi, alors, son match, il n'y a rien à dire. Enfin, il y a 2 ou 3 coups qu'il doit mieux jouer, je pense, mais voilà, c'est si on veut être un peu tatillon. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la déclaration de Tourelle, qui dit que c'est pas ce qu'il lui a demandé et qu'il le préfère en meneur de jeu. Enfin, moi, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'il y a donc soit des consignes qui ne sont pas respectées, soit ils ne se comprennent pas. En tout cas, il y a un problème. Moi, j'aimerais comprendre, en fait, parce que
À la limite, Tourelle, il aurait pu le garder pour lui, ça. Mais s'il le dit, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, ce qui me dérange, c'est plus là-dessus, parce que moi, j'ai toujours pensé que Neymar, c'était un joueur qu'il fallait laisser libre, comme ça. Parce qu'il a cette créativité, cette qualité de passe, cette qualité de dribble. Voilà, j'ai toujours pensé que sur un côté, on le bridait. Alors, dans le système de Barcelone, c'est un autre système parce qu'il y a des principes de jeu qui sont bien établis, donc c'est pas pareil. Mais dans le système du PSG, pour moi, on le bridait sur le côté. Là, il est libre, mais apparemment, c'est pas les consignes qu'il a. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les consignes et pourquoi il les respecte pas. Et s'il y a réellement un problème avec Tourelle. Et c'est la première fois en plus qu'on l'entend dire ça de Neymar, d'un match de Neymar. Souvent en plus, il idolâtre évidemment, mais il dit toujours que voilà, Neymar, on lui trouvera, enfin il dit d'ailleurs dans sa déclaration en conférence de presse, on lui trouvera toujours un poste. Donc c'est rare quand même qu'il arrive à taper sur Neymar, enfin taper. Je sais pas s'il l'a dit, Nico, il dit aussi Neymar a beaucoup trop défendu. Est-ce qu'il le dit dans le sens où ça n'a pas assez défendu derrière et donc il a dû faire ce travail défensif, en pensant peut-être en parlant de Draxler et Paredes par exemple? Ou alors c'était pour vraiment dire je le préfère plus haut et ça m'énerve qu'il doive redescendre aussi bas et qu'il doit vraiment défendre à ce point-là. C'est du Tourelle, c'est indéchiffrable en ce moment. Quand on fait un match de horrible comme contre Metz, lui, il a vu un match exceptionnel, magnifique. Le match d'hier, malgré tous les petits trucs qu'on peut souligner, c'était quand même un match plutôt plaisant et abouti pour le PSG. Tourelle, il était furieux de la seconde mi-temps et il a détesté. Donc, j'arrive plus trop. En plus, j'ai pas fait allemand au collège, moi. Donc, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il a en tête en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que, comme le dit Yacine, Neymar, on peut pas le brider. Et puis, hier, il avait des jambes pour être à la relance en bas, pour défendre, pour être également haut dans la surface adverse. S'il est capable physiquement de faire ce genre de match, qu'il continue. Hein. Moi, j'aime le Neymar d'hier. Apparemment, tout le monde a aimé, à part les supporters de Reims qui l'ont sifflé pendant 90 minutes. Mais oui, c'est du Neymar comme on aime. Et est-ce qu'il y a un non-respect des consignes? Je ne sais pas, je sais pas. Mais bon, il a compensé aussi pas mal les positions et les placements assez lents de Draxler qui, malgré sa bonne volonté, hier avançait pas très vite. Donc Neymar, il était un peu partout. Et moi, ça m'a pas choqué en tout cas de le voir comme ça. J'ai même plutôt apprécié. Mais moi, je pense justement que c'est peut-être à cause de Draxler que. Pardon. Attends, justement, non, je voulais juste rebondir sur la phrase de défendre. C'est non, juste pour dire, moi, j'arrive pas à comprendre qu'un entraîneur dise à un joueur, il a trop défendu. Pour moi, c'est incompréhensible. On réclame de l'état d'esprit et de l'attitude toute l'année. Le mec fait les efforts. Et en plus, c'est pas comme s'il avait fait les efforts, il était cuit. Il a fait les efforts et il a trouvé les jambes pour attaquer derrière. Et on te dit, il a trop défendu. Moi, je comprends pas. Surtout qu'on a souvent reproché à Neymar de ne pas défendre, de ne pas aider les latéraux. Et là, au final, c'est ce qu'il fait hier et ce qu'elle lui a reproché. Mousse sur Neymar. Non, je disais, c'est peut-être aussi parce que Draxler jouait entre les lignes et qu'il n'y avait pas forcément de lien entre le milieu et les attaquants. C'est peut-être aussi ce qui forçait Neymar à redescendre super bas. Parce que même sur les relances au niveau de nos 16 mètres à nous, on le voyait aller chercher le ballon quasiment au niveau de Paredes. Donc, est-ce que c'est aussi parce que Draxler n'a pas vraiment fait le job, parce qu'il avait un poste, enfin, je sais pas, c'était un peu hybride, hein, le poste de Draxler hier. Donc, moi, je me pose la question, mais moi, je suis un peu d'accord avec Yacine. C'est vrai qu'hier, on a beaucoup vu Neymar et on ne peut pas lui reprocher d'avoir trop défendu. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est la configuration qui a fait que peut-être, et aussi le fait qu'il n'ait pas joué pendant 2 matchs, il avait peut-être faim de ballon, il avait envie de jouer, etc. Et encore une fois, c'est vrai que Di Maria, quand Neymar est titulaire, bah, on sent un peu moins bien, ou en tout cas, on le voit moins. Et celui qu'on a beaucoup vu hier et partout sur le terrain, effectivement, c'est Neymar. Bah, il nous a donné du plaisir, évidemment, dans ses gestes techniques, etc. Mais parfois, il a su aussi jouer très rapidement, une touche de balle. Et il faudrait compter le nombre de passes, en tout cas dans la première mi-temps. Mais ça a beaucoup, beaucoup échangé. Donc, non, c'est du grand Neymar. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est Dr Thomas et Mister Tuchel. Bah oui, parce qu'on ne comprend pas. En fait, hier, normalement, il aurait dû être satisfait parce que c'est rare de voir un Neymar courir pendant 90 minutes et faire autant d'efforts. Donc, il aurait dû louer ça. Et à contrario, il en a voulu. Donc, ouais, c'est bizarre. Alors, je pense qu'effectivement, soit il a vraiment pas respecté les consignes que lui a donné son coach. Mais pour moi, c'est pas très grave parce que ce qu'il a fait, c'était plutôt bien. Donc, il faut saluer aussi les efforts qu'a fourni Neymar. Il faut l'encourager dans ce sens, selon moi. C'est peut-être plus
c'est peut-être plus un problème de position plutôt qu'un problème de volume d'effort. Que Neymar défende beaucoup, je pense que Tourelle, il doit apprécier comme tout le monde qui multiplie les courses. Après, peut-être qu'il lui reproche de ne pas être dans la zone demandée, de venir trop bas, de venir justement là où on aurait plutôt dû voir Draxler ou Paredes. Ouais, mais Nico, l'équipe, tu as bien vu que Oui, mais l'équipe a été peut-être que c'est coupée en ça deux dans pendant très l'esprit de. longtemps, quoi. Peut-être que Tourelle, en voyant ça, justement, peut-être que le manque de structure qu'on a vu une grande partie du match quand même, peut-être que dans l'esprit de Tourelle, c'est justement parce que Neymar, en descendant plus bas, il déséquilibre un peu. Tu te retrouves avec une zone où tu as trop de monde, une autre où il n'y en a pas assez. C'est peut-être ça qu'il lui reproche. Après, si c'est pas ça, mais s'il lui reproche justement de trop courir, comme vous dites, au secours, qui se taise maintenant, quoi. Si c'est ça, parce que justement, qu'est-ce qu'on lui a mis à Neymar de pas assez Alors courir? peut-être C'est qu'il pas parle de neutre. la gestion des efforts, parce qu'on va enchaîner plusieurs matchs, quoique là, il y aura une trêve internationale, donc je ne pense pas que ce soit ça. Mais encore une fois, moi, je préfère le voir comme ça qu'à certains moments ou à certains matchs où, à la perte de ballon, tu le voyais marcher et pas participer au repli défensif. Yacine. Mais au lieu de dire, ouais, Neymar, il a trop couru, il a trop défendu, il suffit de regarder les 25 dernières minutes quand Verratti est rentré. Bizarrement, Neymar, il venait plus chercher les ballons. Voilà, c'est tout. Donc, C'est pour ça que je parlais de Draxler tout à l'heure, c'est Yacine. peut-être ta Bah oui, composition d'équipe qui a un problème. C'est pas ce bah, qu'a bien fait sûr. Neymar. Neymar, hier, il a touché 106 ballons et tu demandais tout à l'heure le chiffre, Mousse, 85% de passes réussies. Quand même, pour un joueur autant à la création, c'est quand même assez intéressant. Mais il y a même le rush qu'il fait entre les défenseurs sur le côté gauche, là où il met double contact. Ah, incroyable. Il se la ramène et elle passe à ça du poteau de Rajkovic. C'est quand même On rageant. a cru revivre le but de Ronaldinho face à Guingamp il y a quelques années, tu vois. J'ai vu qu'il y en a C'était beaucoup qui ont repartagé le but de Ronaldinho contre Guingamp. Ça leur a rappelé quelques bons souvenirs. Parlant de Thomas Tuchel, on en parlait évidemment à travers Neymar, mais il y a des déclarations qui ont été surprenantes de la part de l'entraîneur allemand, parce que par rapport à ce qu'il a dit contre Marseille, où Paris avait fait un match extraordinaire, qu'il n'avait manqué que la finition, etc. Là, le PSG, certes, a manqué d'efficacité, mais c'est ce qui a énervé, irrité l'entraîneur allemand. Je vous cite la déclaration de Thomas Tuchel, et quand on lui pose la question, est-ce qu'il a été content du match du PSG, la même que je vous ai posée en début de podcast. Je suis content de la première mi-temps, mais je ne peux pas comprendre pourquoi on a raté autant d'occasions, de grosses situations. Pour moi, c'est un match où on doit mener 3-4-0 après 20 ou 30 minutes, peut-être même plus. Il n'y a qu'un 0 et je ne suis pas du tout content de la deuxième mi-temps. Ce n'était pas assez sérieux, pas assez fort, pas joué avec la même intensité, trop de ballons perdus, trop d'espace laissé, pas le même sérieux dans le camp et la surface adverse. Je ne suis pas content de la seconde mi-temps. Yacine, moi, je trouve pas, on t'en parlait un peu à travers Neymar, mais je trouve pas que l'état d'esprit doit être pointé du doigt vu le match d'hier. Non, est-ce que tu es d'accord avec lui sur l'exigence, en tout cas, à avoir sur l'efficacité? Alors, sur l'exigence, oui, mais je pense qu'en fait, encore une fois, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon match, et vu d'où tu viens depuis la première journée, C'est ça. enfin, tu es en progression, tu te crées des occasions, enfin plutôt des situations, à part contre Marseille où tu as beaucoup d'occasions, mais avant, tu te crées plus des situations que des occasions. Là, tu as des occasions, tu montes en puissance, tu es de mieux en mieux. C'est pas le jour où faut faire la gueule. Après, que tu sois exigeant, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être une autre façon de le dire. Moi sur Twitter, je me suis fait un peu allumer là-dessus en me disant, ouais, de toute façon, tu reproches toujours à Mbappé, ouais, il n'est pas efficace, il a 21 ans, etc. Mais en fait, le problème, c'est pas de savoir qu'il a. Déjà, lui, il a dit qu'il fallait pas lui parler d'âge. Donc, moi, je parle pas d'âge. et le truc, c'est qu'en fait, c'est toujours moi ce qui m'interroge, c'est le geste. Quand je parlais d'Icardi, on en avait parlé dans les matchs amicaux, vous vous rappelez, même les occasions qu'il ratait, dans ces gestes, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que si le gardien fait un arrêt, ça arrive, il n'y a pas de problème. Maintenant, si toi, tu te trompes dans le geste, c'est quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, là, Tourelle, il se trompe. Il peut dire, ouais, on aurait dû tuer le match avant, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'il fasse le mec énervé à ce point-là, ça me dérange parce que c'est pas sur ce match-là que ça va poser problème. Et en plus, tu dis l'inverse. Tu le prends différemment contre Marseille. Contre Metz, tu fais une déclaration qui est lunaire parce que le match, il est quand même bien pourri. Enfin, il n'est pas pourri, mais s'il n'y a pas Di Maria, il n'existe pas le match. Donc, je ne sais pas, moi, ce qu'il cherche. S'il veut aller à contre-courant, si c'est le moment, il se dit, ouais, c'est le moment parce qu'on fait un bon match de mettre une pique. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas à cause du mercato? Ah, on en parle. Ouais, t'as raison, Mousse, on en parlera tout à l'heure, mais moi, je me demandais même, Mousse, est-ce que tu penses pas que Tourelle, intimement, il se dit que
ce système-là ne va pas du tout au Paris Saint-Germain pour l'équilibre de l'équipe et qu'il a mis ce dispositif et dire regardez, à la fin, on doit tuer le match, mais on peut perdre le match parce que Boulaïdia a fait un poteau, on peut se faire reprendre de Reims à des situations. Et en gros, il n'est pas du tout convaincu par le système en 4-2-4 ou 4-4-2 et qu'il voulait le faire savoir en fait. Bah, si c'est ça, c'est que. Ouais, c'est franchement quand même, hier quand même. quand même assez sournois, j'ai envie de te dire, parce que qui l'a obligé à mettre Paredes et Draxler au milieu de terrain, alors qu'il avait Herrera, il manquait que Gay hier en milieu de terrain, tu vois. Mais tu as quand même préféré laisser sur le banc Verratti et Herrera. Et d'ailleurs, quand il rentre, tu sens déjà que ça va un peu mieux au milieu de terrain et l'équipe est un peu moins coupée en deux. Donc moi, je pense pas. Je pense qu'il a voulu donner du temps de jeu à Draxler, ça c'est sûr, parce que lundi prochain, minuit, le marché des transferts sera clos. Donc c'est une manière aussi, et puis tu as encore un match vendredi soir, donc c'est peut-être possible de retrouver encore Draxler titulaire vendredi soir face à Nîmes, je crois. Non, c'est Angers. Ça Angers, pardon. Mais non, enfin, il y a quelque chose dans la communication de Thomas Tuchel qui est très bizarre parce que, encore une fois, comme l'ont dit Nicolas et Yacine, quand il fallait pousser un coup de gueule et que c'était mérité, eh ben lui, il a trouvé tout génial. Et hier, où franchement, le PSG fait quand même un match fluide, beaucoup d'occasions, beaucoup de passes, beaucoup d'échanges, beaucoup de variété aussi dans le jeu. On est passé par les côtés aussi de temps en temps. Donc, franchement, je ne le comprends pas. Et moi, hier, il y a eu une question sur le mercato, encore une fois, où il a dit que il restait, en gros, qu'il restait une semaine et qu'il était un peu tard pour remplacer, en tout cas, tous ceux qui sont partis, enfin, notamment Thiago Silva et Edinson Cavani. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine en termes de recrutement. Peut-être qu'il va retrouver le sourire. Mais je ne sais pas. Hier, c'est vrai que sa déclaration, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Surtout que tu sors d'un clean sheet. Ouais, tu n'as pas été inquiété. Toi, tu n'as pas été très inquiété défensivement. Ouais. On a vu plutôt un très très bon Presnel Kimpembe. Donc logiquement, il avait peut-être à part au milieu, mais sur la ligne défensive et le quatuor d'attaque, bon, il y a quand même de grosses satisfactions. Donc je pense qu'il y a une sorte de message caché dans ce qu'il a dit et je pense que lui est inquiet pour le reste de la saison si effectivement au niveau du mercato, on n'arrive pas à compenser les joueurs qu'on a perdus. Nico, tu m'as dit que tu n'arrivais pas à décrypter le langage de Thomas Tuchel, que tu ne parlais pas l'allemand, mais c'est vrai que par rapport à sa communication hier, c'est quand même intriguant parce que tu fais un match abouti, tu as marqué 2 buts, tu n'as pas pris de but. Mousse en parlait, même la charnière pour élargir à Kimpembe, même Marquinhos a été très bon hier, ils commencent à trouver leur repère les deux, parce que tu as quand même perdu ton capitaine et ton leader de défense, donc la défense commence petit à petit à trouver ses repères et à s'équilibrer. Et au final, le match le plus abouti du PSG cette saison, c'est là où il appuie et il tape le plus. Comment le décrypter ? Je vais te le redire, je ne sais pas le décrypter. Après, il y a deux choses qui sont gênantes. D'abord, la première, c'est qu'il y a encore une fois, voilà, toujours être à contre-courant. Ça, j'ai du mal à. Je ne vois pas où est-ce qu'ils vont en venir. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça commence à remonter à plusieurs mois. Hein. Tourelle, dans toutes ses conférences de presse, il est énervé, ça l'emmerde, les journalistes, il y a cette espèce de discours où tout le monde en veut au PSG, et Tourelle, voilà, il a un discours à contre-courant systématique, je ne sais pas où ils vont en venir. Après, ce qui me dérange aussi, c'est que ce qu'il dit hier, peut-être qu'il le pense au fond de lui, si c'est le cas, je pense qu'il n'a pas à le dire comme ça en conférence de presse. On est à Paris, on connaît l'impact du poids médiatique et du poids des conférences de presse. S'il y a des trucs à reprocher à ses joueurs, qu'il leur dise tranquillement dans les vestiaires. Voilà, tu vois ton groupe, tu leur dis, la deuxième mi-temps, elle m'a pas plu, vous étiez un peu trop facile, pas assez rigoureux. Mais devant la presse, devant tout ça, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il pointe du doigt indirectement des joueurs et c'est comme ça que tu te mets un vestiaire à dos. Les joueurs, ils sont sortis du match, je pense qu'ils ont été contents de leur prestation globale parce qu'ils ont pris du plaisir, ça s'est vu. Quand il explique que, ouais, on n'a pas su tuer le match, on a été manque de rigueur devant le but, bon, il peut rajouter Mbappé, et on sait que c'est de lui dont il parle. Quand il explique les replacements défensifs n'étaient pas bons, il peut marquer Di Maria, qui hier a été un peu fainéant sur ce côté-là. Donc, il va se créer des problèmes en sortant avec ce genre de discours, et en plus, les discours, ils ne sont pas adaptés au match. Donc, c'est double sanction. Les joueurs vont lui en vouloir, et les suiveurs, les supporters ne vont pas comprendre ce qu'il raconte non plus. Donc, peut-être qu'il sait où il veut, peut-être qu'effectivement, c'est par rapport à Leonardo Mercato. Si c'est le cas, je trouve que c'est très maladroit quand même.
C'est vrai qu'en plus, Yas, tu dis, tu sors, enfin, tu donnes une déclaration comme ça en conférence de presse. Tous les joueurs ils doivent se dire, mais qui est incriminé? Ils doivent tous se regarder. Dire, c'est moi qui ai pas fait offensif. C'est toi qui marque pas le but. C'est toi qui te replaces pas bien. Et au final, tout le monde doit s'accuser. Ça peut foutre que, excusez-moi l'expression, mais la merde un peu dans le vestiaire. Mais Et j'ai une question tu pourras peut-être m'aider à y répondre, Yas. Est-ce que aussi, il n'y a pas des éléments qu'on n'a pas en notre possession et qu'il y a des choses qui l'ont irrité à l'entraînement cette semaine, qui l'ont saoulé? Et du coup, il déballe tout comme ça devant la presse pour genre dire voilà, vous m'avez gonflé cette semaine, vous n'avez pas fait ce que je voulais et je vous jette en pâture un peu dans les médias. bah, peut-être ça, c'est possible. C'est pas voilà. Je pense que quand il fait des remarques, il y a toujours quelque chose derrière. Mais aujourd'hui, les entraîneurs, ils savent trop ce qu'ils disent en conférence de presse, l'impact que ça a, le message que tu veux faire passer, que ce soit à ta direction, à tes joueurs, etc. Moi, pour moi, hier, il y a deux vrais problèmes. Il allume Neymar en conférence de presse parce que et en fait, il donne une explication un peu genre en gros, j'ai pas demandé ça, maintenant lui il fait ce qu'il veut. Donc après, toi, tu l'interprètes comme tu veux. Tu peux l'interpréter comme on me respecte pas, j'ai pas le pouvoir, ou comme Neymar il fait ce qu'il veut de toute façon. Enfin bref. Et derrière l'efficacité, c'est pareil. Tu vois qu'ils le disent, encore une fois, hein, moi je suis d'accord pour qu'ils le disent. Mais en fait, quand tu lis sa phrase complète et le contexte au moment où il répond à la question, tu sens que c'est pour allumer. C'est pas pour dire. Voilà, il suffisait de dire, on sait très bien le fond et la forme. Hein, il suffisait de dire voilà, c'est dommage. Voilà, on gagne que 2-0, on aurait pu mener 3, 4, 5-0. Il faut qu'on retrouve de l'efficacité. Tu dis la même chose, mais tranquillement. Là, en le disant comme ça, c'est en gros, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre qu'on manque d'efficacité, ça commence à me saouler. Ok, d'accord, mais maintenant, et après, on fait quoi? Donc, c'est qui tu vises, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on change? Voilà, et hier, franchement, pour moi, il y a l'efficacité devant le but de Mbappé, mais on en a parlé d'ailleurs sur WhatsApp pendant le match. Pour moi, il y a aussi l'efficacité de Di Maria. Di Maria, hier, je suis désolé, il rate beaucoup trop de choses pour un joueur de sa qualité. Déjà, les coups de pied arrêtés. Il y a un moment donné, il a 2 corners de suite. Il frappe les deux mêmes au premier poteau. Il passe même pas la première ligne des 6 mètres. La balle, elle monte même pas. Il fait des centres. Alors oui, il fait le centre sur la tête de Icardi, mais j'attends quand même de Di Maria qui réussisse plus de centres. Ce qu'il a fait à Nice, par exemple, contre Metz et à Nice, il n'y a rien à dire. Là, hier, alors encore une fois, on revient à ce que c'est quand il y a Neymar, pas Neymar. Ouais. Malgré tout, il a eu des ballons hier. Oui. D'habitude, quand il y a Neymar, il touche moins de ballons. Là, il en a eu. Et c'est lui qui n'a pas été au niveau. Donc. Mais Yacine, il a quand même participé à quelques phases offensives très intéressantes. Il y a eu l'action avec Florenzi et Mbappé. Hein. C'est lui qui fait l'extérieur. Hein. C'est donc, je dis pas le contraire. Je suis d'accord hier. Je suis d'accord, Yacine, il est moins bien hier, c'est clair, et notamment sur coup de pied arrêté, sur les corners, je suis tout à fait d'accord. Bon, après, moi, je trouve qu'il est un peu dur parce que Di Maria, il enchaîne les matchs depuis le Final 8. Il joue quasiment tous les matchs. Oui, non, mais... Je pense qu'il y a peut-être un peu d'usure, un peu de fatigue, ce qui est normal. Hein. C'est un joueur de 32 ans maintenant, il me semble, 31, 32 ans. Je pense pas que ce soit la fatigue. Il a eu une semaine pour préparer. Je pense par contre que sa suspension, elle a peut-être aussi. On se dit, là, c'est ton dernier match jusqu'au 7 novembre. Ça, d'accord. Bah, j'allais y venir. Il y a aussi dans les têtes, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait une semaine qu'il donne beaucoup d'interviews aux médias argentins et qui parle beaucoup de sa non-sélection, où il a l'impression d'avoir perdu sa place en équipe nationale. Ça, plus tu ajoutes à ça la commission de discipline, où il a pris les 4 matchs. Donc voilà, tous ces éléments font que je pense c'est un peu tous ces ingrédients qui ont fait qu'hier, il était un peu en dedans. Mais Di Maria, voilà, il est tellement bon en général dans les matchs, et même quand Neymar est là, sauf qu'on le voit un peu moins. Mais hier, effectivement, il a manqué un peu de jambes, il a manqué un peu de précision. Mais ça reste quand même un joueur dangereux à chaque moment et qui peut trouver un décalage comme il l'a fait hier. Donc ça va, franchement, ça va. C'est pour ça aussi qu'on peut le souligner quand il est pas bon. Ouais, hier, mais t'es un peu dur quand même. Ah, t'es exigeant. Non, mais Yacine, t'es trop exigeant, mon ami. Je te le dis, t'es trop exigeant. Mais ça, c'est normal. T'es coach, nous, on ne l'est pas. Donc, je pense que c'est ce côté-là de toi qui fait que je pense qu'Hugo et moi, et même Nico, on pardonne à Di Maria quand il a quelques absences. Bon, toi, tu laisses rien passer à ça. Un peu difficile. Après, j'ai pas dit qu'il fallait plus qu'il joue, qu'il fallait le virer. Hein. Bah, j'espère bien. Il ne manquerait plus que ça. Non, mais c'est vrai qu'on en parlait. Di Maria, bon, il a fait un match un peu moins bien, mais il a quand même été, en tout cas dans le jeu, intéressant. Et même, il y avait aussi nos déclarations dont tu parlais, Mousse, dans les médias argentins, c'est au sujet de Paredes, où il disait je comprends pas, pas plus.
sa qualité de passe, de casser une ligne, etc. Donc, vous êtes beaucoup et je comprends pas, etc. Donc, même les joueurs remettent un peu en question l'ami Tourelle sur ça. Il a pas mis Neymar avec lui dans le lot? Si, alors là, attendez, je peux la retrouver si vous voulez. Non, Neymar, il parle de sa non-sélection. Non, il dit Neymar et moi, on aime bien quand Paredes, il peut nous trouver. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Parce qu'il en parle aussi du fait que Neymar est surpris que Di Maria ne soit plus appelé en équipe d'Argentine. Je pensais que tu faisais allusion à ça. Non, mais non. Oui, tu vois, le message, c'est quoi là? Par rapport au coach? C'est peut-être ça qui l'a énervé alors sur Neymar. Non, mais tu vois, alors attendez, parfois on ne comprend pas, moi et Neymar, pourquoi Léo Paredes ne joue pas, parce qu'il a cette passe vers l'avant qui casse des lignes. Pour Neymar et pour moi, c'est fondamental. Il est à la fois technique et agressif, il a les deux choses. Voilà. Qui fait l'équipe? Tourelle. Ouais, voilà. tu peux pas faire plus clair comme Paredes hier, il fait plutôt une très bonne première mi-temps. Ouais. Il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, bon, on l'a vu un peu moins bien. Ouais. Bon, il a été remplacé en même temps que Draxler, mais lui aussi a été suspendu, il a manqué un peu de rythme. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu en première mi-temps de Paredes, c'est quand même très très intéressant. Et nous, on a toujours dit que plus il est bas sur le terrain, et mieux il est, notamment par ses longues passes quand il casse les lignes au milieu de terrain. Tu vois. D'ailleurs, il a dit Tourelle en conférence de presse que Paris avait joué en 4-1, 4-1, qu'il avait vraiment voulu mettre Paredes devant la défense pour justement lancer les actions. Comment ils disent les Italiens, Regista, c'est ça? Un Regista, exactement. Regista. Nico, je peux dire un mot? Sur quoi? Parce que je dois faire une petite parenthèse vite fait et après je vous rends la parole et je suis prêt même à quitter le podcast. Alors, je voulais juste dire un mot sur Baker parce que j'ai été très dur avec lui et c'est normal parce que ce qu'il nous avait montré pour moi c'était pas terrible et j'ai même été jusqu'à dire que pour moi il n'avait pas le niveau parfois de la Ligue 1 et je trouve que déjà la semaine dernière c'était un peu mieux et je trouve qu'hier il n'a pas fait un match dégueulasse. Et je trouve que ça va de mieux en mieux sur son truc. Ouais, Yacine, tu rigoles, je sais. Mais moi, je suis le défenseur des causes perdues. Non, moi, j'ai envie de l'encourager, Baker, parce qu'hier, défensivement, franchement, il se bat, il court. Moi, je trouve qu'il faut l'encourager. J'ai été très dur avec lui. Et franchement, là, pour le match qu'il a fait hier, moi, vraiment, j'ai bien aimé son attitude. Vraiment. C'est un jeune joueur. Donc là, pour l'instant, on est obligé de se priver de Kurzawa. J'ai pas l'impression que Thomas Tuchel veuille donner sa chance à Diallo à gauche. Je pense qu'il a envie d'installer Baker pour qu'il soit peut-être la vraie doublure de Leïm Kurzawa. Mais je trouve quand même que voilà, quand il fait des bons matchs, il faut le dire aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Yacine. Tu vas peut-être me dire que j'avais de la merde dans les yeux, mais moi, c'était pas mal quand même. Tu vois. On va aller voir un peu Nico après, parce que là, on parle depuis tout à l'heure. Ça fait 10 minutes. Oui, pardon, excusez-moi. Mais ils ont des comptes à régler, les deux, j'ai bien compris. Non, alors laisse Nicolas répondre sur Baker. Alors attends, vas-y, Yacine. Si c'est pas très bon, Non, juste vite fait. Tu as insisté sur l'attitude. Effectivement, il n'y a rien à dire. Maintenant, dommage qu'on n'ait pas le droit aux images, parce que je vous aurais fait un montage et je peux te jurer qu'il y a tellement de lacunes dans le positionnement, dans la façon de lire le jeu et dans le nombre de passes en arrière. Alors, ça, c'est une question, je pense, de caractère en se disant je veux surtout pas prendre de risques et être celui qui va perdre le ballon. Ça vient avec la confiance, il n'y a pas de problème. Mais je te jure qu'au niveau du positionnement, il y a des trucs des fois. Alors, il compense parce qu'il est un peu costaud, un peu solide. À un moment donné, en première mi-temps, il va fermer une passe sur le long de la ligne de touche. Le mec, il trouve le jeu à l'intérieur, mais jamais tu peux te positionner. On aurait dit Taïtaïo. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ouais, mais il est jeune, il peut pas refaire encore sa formation. Après, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà. Ouais, allons voir l'ami Nicolas. Parce que, je voulais parler d'Mbappé, moi. Est-ce que tu veux parler de Baker? Je vais dire un mot sur Baker, parce que je suis embêté, parce que je l'ai défendu la semaine dernière après Nice en disant que c'était bien pour ce qu'on lui demandait. C'est à peu près la même chose hier. Après, Mousse, je suis désolé, mais il faut qu'on ouvre les yeux quand même. C'est bien ce qu'il fait, mais c'est très faible. C'est très, très faible. J'ai été le premier à le dire, Nico. Hein, oui, je sais. Mais hier, je trouvais quand même que voilà, dans l'attitude. Oui, parce qu'en face, t'as rien. Parce qu'en face, t'as pas de mecs intelligents. C'est pas péjoratif, mais dans le jeu, t'as pas de mecs qui vont le titiller. C'est vrai que son placement, il est catastrophique. Et offensivement, alors il offre des solutions. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière après Nice. C'est bien parce qu'il n'est pas avare d'efforts et qu'il est toujours en train de déborder pour offrir une solution. Mais dès qu'il est servi, terminé, on arrête la course, on revient en arrière. Il y a même un moment hier, je ne sais pas si vous avez vu,
il fait un sprint de 30 mètres vers l'arrière pour être sûr de pouvoir assurer une belle passe vers Marquinhos. Mais il tape un sprint comme j'avais jamais vu faire. Il prend aucun risque offensif. Donc, il y a un moment où il va falloir qu'il aille un petit peu plus loin s'il veut progresser. Parce que là, bon, j'ai pas le physique, mais ce qu'il fait, je suis capable. Hein. Franchement, courir sur un côté et revenir en arrière, peut-être pas 90 mais c'est minutes. sûr qu'offensivement, c'est pas Bernat et qu'il n'a pas la complicité Même sans Bernat. d'un Bernat avec Bernat, Mbappé, par exemple. Il a des positions de centre qui déclenchent jamais. Il ne n'ose déclenche pas. aucun centre. Il y a un moment, il faut tenter ton centre. Bon, il trouve pas, mais quand tu es bien positionné, il y a un moment, tu débordes ton mec et tu centres. Lui, il n'a même pas l'idée de tenter. Hein. C'est je m'arrête et je redonne derrière à Neymar, sinon je me fais engueuler. Je crois qu'il n'a pas les capacités de faire de bons centres, tout simplement. Hein. C'est peut-être juste ça aussi. Tu vois. Je savais pas que ça déchaînerait autant les foules, le dossier Baker, mec. Mais écoutez, je vous trouve un peu dur. Alors que moi, j'ai été très dur la semaine dernière, mais je trouve que sur le match d'hier, je vous trouve quand même un peu dur sur Baker parce que il a fait ce qu'il a. Je sais pas, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu d'occasion qui sont venues de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve un peu dur, c'est un jeune joueur. Il faut l'encourager, les amis. Parce que quand Layvin Kurzawa va revenir, on verra dans quel état vous serez les lendemains de match. Hein? Je pense que les attaques de Reims aussi venaient beaucoup plus du côté gauche, donc c'est plus Foresi qui a eu du boulot que Baker. Ça tournait beaucoup plus quand même le jeu vers la gauche. Nico, je voulais quand même parler un peu de Kylian Mbappé, parce qu'on en a parlé en substance, mais je voulais revenir vraiment sur son match. Il fait 2 passes décisives hier soir quand même, mais j'ai eu beaucoup de critiques hier sur sa finition. Il y avait beaucoup de gens qui lui disaient qu'il progressait pas. On en a déjà parlé dans le podcast, mais que les 1 contre 1 loupés hier soir, notamment le jeu en 3 entre Neymar et Di Maria qui sont pour Mbappé et qu'il ne le met pas. Est-ce que toi, ça t'irrite toujours autant, ou tu te dis que pareil, il revient, c'est la préparation et il enchaîne les matchs et que ça va revenir, ou c'est des faits de jeu qu'on voit souvent chez Kylian Mbappé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain et qu'il ne le corrige pas? L'efficacité, c'est un problème très difficile à cerner dans le football. On parlait d'Icardi en début de podcast. Je pense que c'est un des joueurs les plus efficaces d'Europe devant une cage, Icardi. Ça faisait presque 8 mois qu'il n'avait pas marqué un but en ratant un nombre d'occasions monstrueux. Donc, c'est difficile de résumer Mbappé à juste ce problème-là. Ce qui est sûr, c'est que sur le match d'hier, je trouve que c'est plutôt dans l'attitude face au but. Il n'y a pas cette envie d'être méchant face au gardien. Il n'y a pas cette envie de marquer à tout prix. Il y a un petit peu je ne vais pas dire de je m'en foutisme, mais il prend ça un peu à la légère. Voilà, il a fait son action, il arrive, il fait son geste. Il n'y a pas ce côté tueur que moi j'aimerais voir en lui. Après, oui, c'est un des domaines où il doit progresser, le côté buteur. Mais on parle d'un mec qui a marqué qui a marqué 30 buts il y a 1 an et demi, je vous rappelle. Donc, c'est un buteur, Mbappé. Il y a des périodes où il le sera moins. Par contre, ce qui doit être en permanence, c'est avoir cette volonté tout le temps d'être méchant devant le but. Et hier, c'est ce que je lui reproche, c'est que ça faisait un peu mumus ballon, c'était un peu. Il n'y avait pas, le côté tueur devant le but. Et c'est le seul truc que hier je peux lui reprocher. Après les 2 occasions qu'il rate, bon, ça arrive et c'est pas. Peut-être pas de quoi non plus lui tomber dessus, même si je laisse Yacine s'en occuper maintenant. Non. Et justement, par rapport à certains tweets que tu as eu, même sur Mbappé, sur le fait qu'il n'était pas efficace, toi, ça t'a énervé qu'il ne soit pas tueur et de se dire il va y avoir plusieurs occasions, donc c'est pas grave si j'en lâche 1 ou 2, alors que Paris doit être rouleau compresseur. En gros, il y a cette exigence-là. Moi, j'ai souvent trouvé l'exigence du coureur, voilà, qui veut faire 10 km et qui le fait en 1 heure et qui, d'un coup, il va se réveiller, il va se dire je vais le faire en 30 minutes, ça n'existe pas. Et les buteurs, si vous regardez, alors il y a toujours la période de confiance, etc. Mais il y a des choses qui se répètent. Il faut être méchant, il faut avoir envie de marquer. Même quand c'est le 6e but, tu mènes 5-0, le 6e but, il faut avoir envie de le marquer. Voilà, ça, c'est ce qui fait la différence. Mais moi, je pense qu'il y a un élément essentiel, et vous regarderez bien les gestes d'Mbappé. Mbappé, il veut mettre des beaux buts. Et c'est toute la différence avec les buteurs, les vrais buteurs. Le buteur, Romario, il a emmené le Brésil en finale de Coupe du Monde avec des pointus. D'accord? Mbappé, il marquera jamais du pointu. Alors déjà, c'est un geste de brésilien futsal, donc il faut être passé par le futsal pour le faire. Mais Mbappé, regardez bien ses gestes. Le geste, la frappe sur Neuer, la frappe hier, c'est un geste de je veux me donner un esthétisme, j'ouvre mon pied, au dernier moment, je referme, c'est beau, c'est élégant. Oh, mais franchement, ouais, mais ça marque pas. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui lui manque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir être beau, il faut marquer des buts. Et moi, je veux bien qu'il ait marqué 30 buts. Malgré tout,
encore une fois, on est obligé de tenir compte de l'adversité, de la force du PSG, de la qualité offensive du PSG dans un championnat faible. Et pour moi, c'est très bien déjà à 21 ans, 22 ans, etc. Mais avec la puissance du PSG, tu dois être à plus si t'es plus méchant. Voilà. Et pour moi, il y a cette nuance entre l'élégance et l'efficacité. Et pour l'instant, ils cherchent trop à marquer, mais à être beau aussi en même temps. Est-ce que c'est ton avis aussi, Mousse, sur Mbappé, sur Kylian Mbappé? Comment tu analyses toi, son match d'hier? Je sais pas, parce que la saison dernière, il met plus de 30 buts, donc voilà, avec un an de moins. Donc je sais pas si, comme le dit Yacine, il va absolument marquer que des beaux buts. Ça, je sais pas, parce qu'on disait pareil je crois que c'était Fabio Capello c'était un documentaire sur Zlatan Ibrahimovic. Et il expliquait qu'au début de sa carrière, Zlatan Ibrahimovic, il était énervé par Zlatan parce que quand il était dans la surface et qu'il n'y avait plus qu'à la pousser, lui, il fallait qu'il ajoute d'abord un crochet, qu'il élimine un joueur et qu'il essaye de la mettre parce que le but, il fallait qu'il soit beau. Il y a peut-être un peu de ça chez Mbappé. C'est vrai qu'hier, dans la surface, il aime bien. Il a tricoté 2-3 fois, il a perdu le ballon. Donc ça, c'est vrai. Et il y a eu une fois où il a voulu marquer. Je crois que c'était avant qu'il fasse la passe D pour Icardi. Il y avait Icardi qui était super bien placé. Il n'avait plus qu'à la pousser lui décaler. Et il a préféré tirer. Et il me semble qu'il tire sur le gardien ou à côté. Quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas très inquiet pour Mbappé parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Après, est-ce qu'il faut qu'il travaille plus devant le but et privilégier l'efficacité plutôt que le beau geste? Certainement. Parce que c'est vrai que depuis le Final 8, la reprise, etc., il manque beaucoup d'efficacité. Là où la saison dernière, ou le début de saison dernière, c'est le genre de but qui claquait directement. Donc peut-être c'est aussi le début de saison. Il a eu une petite blessure cet été. Est-ce qu'il n'est pas encore complètement remis? Il y a quelques questions aussi qu'on peut se poser. Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais effectivement, il va falloir quand même peut-être travailler un peu plus devant le but. Parce que là, encore une fois, si on joue dans une équipe un 4-4-2 pardon, avec 4 offensifs devant, les 4 peuvent marquer. Et on se rappelle du début de saison avant la crise du Covid. Honnêtement, tout le monde marquait lui aussi. Et il distribuait aussi. Donc, c'est le début de saison. Je pense que ça va, avec le temps, ça va aller, quoi. Nico? Cette exigence qu'on a sur Mbappé, on devrait aussi l'avoir avec tout le PSG d'une manière générale. Parce que il y a combien de matchs que Paris doit gagner par 5, 6, 7 buts d'écart? Et à l'arrivée, on se contente de victoires 2, 3-0. Il y a un moment où, tu vois, quand le Bayern, ils en passent 8 à Schalke, je pense pas qu'à 2-0, ils commencent à tricoter, à commencer à relâcher. Non, les gars, ils sont à fond. Et ça, c'est un truc qu'on voit quand même vachement souvent avec Paris. C'est que il y a ce côté un petit peu nonchalant. Quand tu dois écraser l'adversaire, tu le fais pas. Et des matchs comme on a vu contre Dijon, désolé, j'en parle encore de Dijon, ils n'ont pas de chance les pauvres, mais quand on a mis 8-0 à Dijon il y a, je sais plus, il y a 2 ans, je crois, le 8-0, ce genre de match, on devrait en voir plus dans la saison. Alors pas pour humilier l'adversaire, mais parce que tu as une puissance et que de temps en temps, cette puissance, elle doit s'exprimer. Et ça, Paris, c'est un problème quand même récurrent, c'est que il y en a toujours sous le pied, on en garde, et puis ça te donne quelque part, ça, voilà, ça te donne un caractère d'équipe, un état d'esprit général, et que au bout d'un moment, tu t'enlises un peu dans cet état de facilité, de retenue. Et puis les matchs où tu es censé tout lâcher, c'est plus compliqué des fois. Donc moi, j'aimerais voir le PSG mettre des gros cartons de temps en temps parce que c'est le jeu qui le demande, quoi. Et on le voit pas. Et c'est pas que Mbappé pour le coup, hein. Tu as raison, Nico, parce que Yacine, il parlait de ça tout à l'heure, là, tu sais, du fait que Mbappé, il voulait mettre absolument des beaux buts, mais c'est pas le seul dans ce cas-là, parce que c'est vrai qu'il y a des situations parfois aux abords des 16 mètres où ils vont chercher à multiplier les 1-2. Tu as l'impression qu'ils veulent rentrer parfois avec le ballon dans les cages. Alors que parfois, une bonne frappe des 16 mètres, voilà, il faut pas hésiter. Et pour la comparaison avec le Bayern, c'est vrai que Gnabry, tu as l'impression que lui, il se pose pas de questions, quoi. Quand il a un angle de tir, il va mettre toute sa puissance et il a déjà mis des buts avec des lourdes frappes et ça donne aussi des buts magnifiques. Donc peut-être que Mbappé, effectivement, devrait s'inspirer un peu du jeune Gnabry du Bayern. C'est vrai, pour terminer sur le match, c'est pas trop dans l'ADN du club en véritable de mettre des cartons comme ça, etc. Rappelez-moi, je sais pas, une saison où vraiment on en a mis, enfin vraiment, je sais pas, comme le Bayern une saison. Si. Mais... Avec Blanc. Si, avec Blanc. Avec Blanc. Bien sûr. Ouais, on avait mis des séries de 3-4-0. Si, à l'époque, crois-moi, Hugo,
Ah, vraiment? Oui, oui. Avec Laurent Blanc. Mais sinon, oui, mais une saison, quoi. Le Bayern, c'est pas sûr. Non, pas une saison. Tu peux reprendre même les 3 saisons de Blanc, tu verras. Il y a eu quelques cartons, il y en a eu beaucoup. Oui, mais pas les 3 saisons. Je suis pas sûr. Là, Reprends, tu verras. on reprendra. Ah, je dis pas qu'il y a eu 35-0, hein, je suis d'accord. Mais c'est plus courant que sous Tuchel ou même Emery, tu vois. En fait, comme l'a dit Nico, moi je l'avais dit, je crois qu'il y a un ou deux podcasts aussi. En fait, c'est une question d'habitude. Quand tu t'habitues à courir, après c'est à jouer même quand l'adversaire est faible. Évidemment que l'adversité sera plus forte à un moment donné en Ligue des Champions, mais cette habitude de courir, de jouer, d'avancer, etc., tu la gardes en toi. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du coureur. Le mec qui court 10 km en 1 heure, s'il veut faire en 30 minutes, il faut qu'il s'entraîne pour ça, il faut qu'il fasse descendre ses temps, il faut qu'il s'habitue à courir. S'il continue à courir en 1 heure, le jour du match, le jour de la course, il ne se dit pas, tiens, demain je fais 35 minutes au 10 km, c'est impossible. Tu sais aussi pourquoi, Yacine, c'est est-ce que les joueurs qu'on a, nous, ils ont cet ADN-là? Mais il y en a très peu qui l'ont. L'ADN du guerrier qui veut tout gagner, qui veut encore aller chercher le 7e but à la 95e minute. Est-ce que des mecs comme Neymar, ils sont vraiment dans cet état d'esprit-là, surtout lorsqu'ils jouent face à des équipes de Ligue 1? Je me demande si un jour ou l'autre, ces mecs-là pourront rentrer dans la peau des mecs de ce que fait le Bayern, par exemple, ou d'autres équipes en Europe. Tu vois. N'oublie pas que quand il était au Barça, le Barça, attention, des fois en Liga, il mettait des raclés, des 6, des 7 à des équipes. Oui, mais avec quel milieu aussi? C'est pas avec quelle équipe autour de lui? Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Nous, on n'a pas l'équivalent de Xavi, Iniesta. C'est pas ça qu'il veut dire, je pense. Ouais, moi, je pense que c'est réellement une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que ça part de l'entraîneur. Si l'entraîneur, à un moment donné, te laisse faire ce que tu as envie, parce qu'il y a 2-0, parce que l'équipe adverse, elle est inoffensive et que tu n'arrives à rien, en fait, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu cultives. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un coup de gueule en conférence de presse, tu sais quoi? Prends tes responsabilités. Neymar, il s'amuse pendant les. Là, il reste 25 minutes. Neymar, il s'amuse. Il veut plus respecter le jeu. Tu le sors. Ah, mais Yacine, tu sais très bien que ça, il ne pouvait pas le faire. Il pouvait pas le faire à Barcelone à l'époque. D'abord, il était beaucoup plus jeune. Et puis, tu avais des mecs comme Carles Puyol. Tu avais quand même Xavi, Iniesta. Et voilà. Il y avait Messi. Il y avait Suarez. Donc, ce n'est pas une question de joueur. C'est une question d'état d'esprit collectif. Et en fait, la Ligue 1 te met dans ce confort. Et comme le coach, lui, il gagne ses matchs, bah, il dit rien. Et malheureusement, l'année dernière, quand il sort Mbappé une fois et que ça gueule, il ne le sort plus. Donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait dire « Ah, ta gueule, t'es sorti? Tac. Sanction, prochain match, tu joues pas. Je m'en fous de l'adversaire, tu joues pas. » Et vous allez apprendre que quand le coach décide de sortir un joueur, c'est le coach qui décide. Et le club, il est derrière lui. Voilà. Regarde les changements qu'il y a au Bayern. Alors, malheureusement, Lewandowski, il est quand même souvent très bon. Mais là, d'ailleurs, il n'a pas joué le match qu'ils ont perdu. Au milieu, quand il faut sortir des joueurs, il n'a pas peur. Quand il faut sortir des Müller, ils n'ont pas peur. Parce que les mecs, ils savent, le club, c'est au-dessus. À un moment donné, tant pis, tu respectes le jeu. Si tu ne respectes pas le jeu, bah, tu sors, c'est tout. Après, je précise que sur Neymar, je parle uniquement de la Ligue 1, parce qu'on l'a déjà vu porter l'équipe en Ligue des Champions. Il sait faire, quand il est dans le bon état d'esprit, Neymar, évidemment, qu'il emmène toute l'équipe. Et là, je parlais exclusivement des matchs de Ligue 1. Il a du mal à trouver cette motivation pour effectivement ce qu'il a fait hier. Si on pouvait voir ça à tous les matchs, ça serait terrible. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas trop les propos de Thomas Tuchel, parce que le Neymar d'hier, s'il fait la même chose toute l'année, évidemment que tu auras des scores fleuves, parce que tu auras quand même pas mal d'occasions de marquer des buts. Enfin, le Neymar d'hier, à partir de l'heure de jeu, il est comme les copains devant. Il n'y a plus d'efforts défensifs, on fait mumus ballon. Donc si le Neymar, il a justement… Si tu en as mis 5-6 avant… laisse terminer. Oui, mais ce que je veux dire, à 2-0… Neymar, il est comme les autres. À 2-0 à l'heure de jeu, c'est bon, on laisse Paredes tout seul avec les défenseurs se démerder. Et nous, les 5 autres, on campe devant, on attend que le ballon revienne. Donc, oui, moi, je veux bien dire que Neymar, il te porte l'équipe. Mais c'est justement sur ce match-là où tu aimerais voir Neymar, oh les gars, on défend, c'est pas fini le match. Il reste une demi-heure, allez, on continue. Di Maria, pareil. Tu nous dis qu'il n'y a pas les joueurs au PSG comme il y avait les Xavi, les Iniesta. Putain, je sais pas, justement, quand tu as des Di Maria, quand tu as des Neymar… Bon, je ne vais pas dire Draxler parce qu'en ce moment, il n'est pas au mieux et il n'est pas très crédible dans le groupe, mais tu les as, les joueurs, tu les écoutes, ces mecs-là, quand ils doivent sur le terrain, les gars. Allez, il reste une demi-heure, on se dépouille, on en met encore 3 ou 4, on les explose. Tu n'as pas cette volonté-là. C'est Florenzi hier qui parlait, justement. Ouais, tu as vu, à un moment, il gueule, Florenzi. À un moment, il leur dit, les gars, il n'y a plus personne qui descend. Mais même Marquinhos, il ne gueule pas beaucoup, je trouve. Marquinhos, il lève de temps en temps les bras en faisant semblant de râler, mais tu ne les vois pas les ramoter, les mecs.
C'est Florenzi. On l'avait dit sur Marquinhos. C'est Florenzi. Ouais. Il était capitaine à la Roma. Juste pour terminer là-dessus, tu vois, cette exigence-là, le problème, c'est que le PSG ne l'a pas, mais même les supporters ne l'ont pas. C'est-à-dire que quand tu écris ça sur Twitter, par exemple, les mecs viennent te dire « Ouais, mais vous êtes trop exigeant, on mène 3-0, on est premier du championnat, vous voulez quoi de plus ?» Tu vois, c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est un ensemble. Quand le Real a été champion avec Capello, les spectateurs, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Capello, il a sauté. Il avait ramené le titre au Real Madrid. À la fin, ils l'ont dit hey, c'est fini pour toi parce qu'il faut aussi du spectacle. Voilà, c'est une exigence de tout le monde, je pense, à un moment donné. Nico, et ensuite on passera. Ouais, tu tout truc. Donner un autre exemple très concret. L'an dernier, le Classico contre l'OM, 4-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, à la fin du match, mais j'étais dans un état de rage, tu ne peux pas t'imaginer. Je m'étais dit qu'ils allaient jouer une deuxième mi-temps de feu, qu'ils allaient en passer 8 ou 9. À l'arrivée, la deuxième mi-temps, ils ne l'ont pas joué. Et toi, cet état d'esprit-là, il est récurrent et il est dommage parce que tu dois être capable de mettre des grosses tannées à des équipes de temps en temps parce que c'est bon pour ton groupe, c'est bon pour ton état d'esprit et ça va forcément t'apporter des bonnes choses après. Et ça, le PSG, cette exigence, elle n'existe pas. Effectivement, le match dont tu parles contre Marseille au Parc des Princes était un bon exemple de ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, l'exigence du côté du PSG. Terminons sur une page Mercato. Le Mercato ferme ses portes le 5 octobre. Hein. Ça commence à urger pour les recrues côté Paris Saint-Germain. Tourelle en a parlé en conférence de presse. Je vous cite ce qu'il a dit sur le Mercato. Mousse en a parlé un peu tout à l'heure. J'espère, de la part de l'ami Thomas Tourelle, hein, je déclare, j'espère qu'on disputera cette saison avec un groupe similaire à celui de la saison dernière, mais pour la préparation, en tout cas des joueurs, il est déjà tard. On parle de certaines rumeurs, Mousse, qui ont été évoquées ces derniers jours. On parle de Timo Bakayoko, on en a déjà parlé dans le podcast précédent. Mais les deux nouvelles pistes, c'est Jorginho, le milieu de Chelsea, et le défenseur Antonio Rudiger, qui est également de Chelsea. Quels sont, à l'heure d'aujourd'hui, les possibles rapprochements entre ces joueurs-là et le Paris Saint-Germain ? Rudiger, ça peut être une option pour remplacer. Quand je dis remplacer Thiago Silva, c'est le remplacer numériquement, hein, pas qu'il devienne titulaire aux côtés de. Voilà. Écoute, c'est un joueur allemand, c'est sans doute une demande de Thomas Tuchel. Moi, honnêtement, je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Sur Jorginho, je me suis renseigné un peu. Moi, on m'explique que pour un prêt, c'est impossible. Un joueur de cette qualité, jeune et international italien, etc., c'est impossible que Chelsea accepte. Il a 28 ans, Jorginho. Jeune, il a 28 ans. 28 ans, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. 28 ans. C'est pas jeune. Moi, c'est pas vieux, tu vois. 28 ans, non. C'est comme 28 ans, c'est pas. Ouais, mais tu trouves ça vieux? Non. Alors, peut-être que dans la bouche, t'as dû croire que je pensais qu'il avait 22 ans, mais non. En tout cas, juste pour finir sur Jorginho, que Leonardo s'intéresse à lui, ça ressemble vraiment au genre de joueur qui peut l'intéresser parce que il n'est pas titulaire à Chelsea. C'est quand même un super bon joueur. Après, dans le schéma tactique de Thomas Tuchel, s'il continue à jouer avec 4 éléments offensifs, donc simplement avec 2 milieux, c'est compliqué parce que lui, c'est vraiment un joueur qui joue devant la défense et qui est plutôt à l'aise dans un milieu à 3. Donc, qui s'y intéresse, c'est une possibilité. Que Chelsea accepte un prêt parce que ce joueur est valorisé à hauteur de 50 millions d'euros, il me semble. Il doit lui rester 2-3 ans de contrat. Non, j'y crois pas du tout. Donc, c'est soit tu l'achètes ou soit il reste à Chelsea, ou bien peut-être Chelsea peut accepter un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Mais honnêtement, que ce soit les pistes du milieu ou même en attaque, c'est très, très, très difficile de savoir ce que prépare Leonardo. C'est quelqu'un qui cloisonne tout et qui travaille avec très peu de personnes. Il a simplement un adjoint qui arrive en même temps que lui, qui s'appelle Castellazzi. Et même à l'intérieur du club, on ne sait pas vraiment quelle piste il étudie. Il en étudie beaucoup, mais il est très discret en fait. Donc c'est très très dur de démêler le vrai du faux. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste une semaine et que forcément, il y a un milieu qui va arriver. Mais peut-être qu'il n'y aura qu'un milieu. Il n'y aura peut-être pas une doublure offensive pour pallier une éventuelle absence ou blessure de Mauro Icardi. Ça va être compliqué parce que il faut absolument vendre pour à peu près 60 millions d'euros. Et ça, on me l'a confirmé au club, c'est vrai. Et que malheureusement, tu as très peu de joueurs que tu peux vendre, soit parce que les joueurs ne veulent pas partir du PSG. Et c'est le cas, par exemple, d'Idrissa Gueye ou Draxler, et même un joueur comme Herrera. Donc, il va falloir trouver des solutions pour Leonardo. Et sachez une chose, c'est qu'il a aussi la pression, Leonardo, parce qu'il a
mal géré les prolongations de contrat, les fins de contrat pour les remplacer. Et par exemple, les départs des deux joueurs, Kouassi et Aouchiche, je sais que ça a déplu en haut lieu. Donc voilà, il y a une petite pression sur les épaules du directeur sportif parce qu'il reste une semaine et qu'il faut faire partir des joueurs et il faut en faire venir d'autres, pardon. Ça paraît mal engagé. Yacine, le profil de Jorginho, même si évidemment on parle en hypothétique, mais c'est un profil qui pourrait correspondre au Paris Saint-Germain par rapport à ses qualités et ce qu'il a montré à Chelsea. Oui, dans ce qui manque au PSG, en tout cas, c'est celui qui se rapproche encore une fois le plus de ce rôle-là. Après, encore une fois, c'est de savoir comment Tourelle veut organiser son équipe, comment il veut jouer. Est-ce que c'est avec 3 milieux? Est-ce que c'est avec 3 défenseurs? Est-ce que c'est avec 2 milieux et 4 attaquants? Bref, il y a beaucoup de choses. Après, une saison, c'est long aussi. Et sur certains matchs, peut-être qu'il faut aussi t'adapter, mais malgré tout, il y a des repères à trouver. Et ça, c'est pas. Voilà, s'il continue en 4-4-2, tu peux pas d'un coup improviser. On l'a vu, un 3-4-3, un 4-3-3, voilà. Juste sur Rudiger, mais j'espère que c'est un contre-feu allumé pour endormir les gens, parce que honnêtement, c'est pas possible. Non, mais déjà qu'il soit annoncé au PSG, c'est pas possible. Mais j'espère juste que c'est pour rentrer dans la rotation, Yacine. Ouais, mais même dans la Il n'y a pas rotation. Koulibaly pour Non, mais ça. même dans... Mais non, si, non. pourquoi Ah non, pas, non, non. Yacine. Non, mais est-ce que tu as vu les matchs de Chelsea ou pas? Parce que si tu regardes les matchs de Chelsea, tu ne me parles pas de rotation ni rien, tu me parles de pas Rudiger. C'est tout ce que tu me dis. Ouais, mais lui en Ligue 1, il va pas rencontrer City, Liverpool, il va rencontrer Reims, Dijon, le deuxième club de cœur de Ouais, mais donc, Nico, etc. donc, on va Tu vois, donner... donc ça peut suffire. Tu vois ce que je veux donc dire on ou va pas? donner 700 000 euros à un joueur pour rencontrer Dijon. Mais ça, tu n'en sais rien, Yacine. Mais non, Calme-toi, on ne sait même pas. mais S'il va sors un toucher, jeune. tout ça. Mais lance un jeune. Lance un jeune. Et de toute façon, tu as déjà Diallo et Kerrer. Franchement, ça suffit. Pour Dijon, ça suffit. Rudiger, c'est pas possible. Et, la deuxième chose, juste vite fait pour faire un truc sur. Parce qu'on m'a posé la question sur Twitter, c'est pour ça que je réponds. Il y a plein de gens qui me disent ouais, Paris, pourquoi il n'y a pas d'argent alors qu'ils ont été en Ligue des Champions, ils ont pris 135 millions d'euros. Donc déjà, ça a juste compensé les pertes des droits télé qui n'ont pas été payés, de la billetterie et compagnie. Et l'histoire des nouveaux droits télé, parce qu'on m'a dit aussi ça, avec les nouveaux droits télé. Alors, il faut savoir que les nouveaux droits télé, le chiffre, il paraît impressionnant parce que c'est un peu plus d'1 milliard. Mais pour le PSG, par exemple, si la saison se déroule de façon identique en nombre de diffusions télé, champion de France, etc., le PSG a touché 44 millions d'euros en droits télé. L'année prochaine, ils toucheront environ 74. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions de différence. Il ne faut pas croire que Paris va toucher d'un coup 120 millions d'euros de droits télé de plus. C'est plus partagé entre les autres clubs. Voilà, la part est distribuée avec même les clubs de Ligue 2, etc. Voilà, donc ça ne bouleverse pas la phase d'un club. C'est bien, attention, il ne faut pas dire que c'est rien, mais ce n'est pas un truc de fou. 30 millions de plus pour le PSG, c'est pas. Voilà. Donc, le budget, oui, il y a des problèmes avec le Covid. Et d'ailleurs, on le voit, à part quelques clubs anglais, dont Chelsea, qui n'avaient pas fait de mercato pendant 1 an et qui avaient donc de la trésorerie, il y a très peu de clubs anglais qui lâchent beaucoup d'oseille, même cet été. Voilà, à part Manchester City qui a acheté son 19e défenseur, mais apparemment. 80 millions quand même, l'ami Ruben Dias. Hein. Ouais. C'est 60 et des bonus, non? C'est ça 71, mais bon, après, ouais. C'est plus apparemment avec les bonus. Bon, voilà, donc 80 millions d'euros. Donc Leonardo est obligé de trouver, comme il a dit, d'être malin. Ouais. Pour compléter ce que tu dis, Yacine, c'est vrai que même sur la billetterie de cette nouvelle saison, il n'y a tellement pas de visibilité que tu es obligé aussi de faire attention parce que peut-être que toute la saison, tu ne récupéreras pas la totalité de la billetterie. Ça se trouve, la jauge, ça sera là, elle est redescendue à 1000 et peut-être elle va remonter peut-être à 5000, mais peut-être ça sera le chiffre pour toute la saison. Donc, c'est normal que le PSG ne veuille pas faire n'importe quoi parce que tu risques encore d'être dans une année négative de la saison 2020-2021 à cause justement de la billetterie qui est importante au PSG, mine de rien, parce que c'est quasiment 50 000 places, tu vois, et que ça compte dans le budget du club. Et là aussi, il n'y a pas de visibilité au moins jusqu'à janvier, parce que tu as l'impression que jusqu'à janvier, ça ne va pas bouger. Et donc, tu ne peux pas faire de folie cette année en termes de transfert. Et encore une fois, tu as le problème des ventes. Et ça, c'est très compliqué. Nico, le mot de la fin sur le mercato, c'est vrai que ça commence à urger, mais tu dois faire aussi avec ces contraintes budgétaires pour le Paris Saint-Germain. Ouais, enfin, malgré toutes les contraintes du monde, il y a quand même aujourd'hui une énorme priorité, c'est de trouver un attaquant doublure d'Icardi. Ça, je pense que c'est une obligation. Alors, même sans aller chercher un mec capable de marquer 30 buts par saison, il te faut un joueur pour une rotation. Sinon, tu pars dans l'idée que c'est Mbappé qui va occuper l'axe, et puis du coup, tu es encore toujours en train de tout bouger. Moi, je pense qu'il faut une doublure.
Et puis ensuite, il faut qu'on arrête à vouloir tout le temps chercher un défenseur central. Tu en as 4 actuellement des centraux, tu fais la saison avec. Tu as une paire titulaire qui vraiment saute aux yeux et tu as 2 mecs remplaçants qui, franchement, ça suffit largement en Ligue 1. Alors moi, je veux bien qu'on aille encore chercher un mec du niveau de Koulibaly, mais ça veut dire que tu vas encore mettre une rotation à 3. Enfin, mauvaise idée. Franchement, mauvaise idée. Les latéraux, les postes, ils sont pourvus aujourd'hui. Maintenant, il va falloir faire avec. Tu as Dagba en doubleur de Florenzi à droite. À gauche, on a l'ami Baker. On a Bernat qui est malheureusement blessé, donc tu as Kurzawa. Ça y est, c'est réglé. La défense, c'est plus un objectif. Tu mets... Pour la Ligue des Champions, Nico, à gauche, c'est léger quand même. Pour la Ligue 1, je veux bien, mais. T'as pas d'argent. Ah oui, mais tu vas pas aller, nous, tu vas pas aller chercher bien sûr, à 5 jours du mercato, tu vas pas aller chercher un mec qui va t'apporter un plus. Et puis c'est pareil. pareil. Par là, c'est que c'est Jorginho, remplaçant à Chelsea. Rudiger, on est tous d'accord pour dire que c'est une quiche qui joue plus. On nous parle aussi de Bakayoko. Alors, j'aime beaucoup le profil. Le gars, il n'est pas non plus remplaçant il est remplaçant dans son club. Aujourd'hui, si c'est pour aller chercher des mecs juste pour faire le nombre, bah, comme le dit Yacine, faisons monter des jeunes, donnons-leur de chance. Si c'est pour prendre juste des mecs à qui tu vas lâcher des billets et qui vont rien t'apporter, aujourd'hui, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Donc, confiance aux jeunes sur les postes où tu peux pas recruter. Le milieu, là, je pense qu'effectivement, il faut aller chercher un mec qui t'apporte quand même un plus. Et je reste persuadé que Bakayoko, ce serait un bon coup. Et puis devant, il faut trouver une petite doublure. Un mec, je l'ai dit déjà son nom, hein. Slimani, si Leonardo nous écoute, moi j'ai déjà donné son nom. Allez chercher Slimani, voilà le genre de doublure qu'il faut au PSG. Mais tu connais le caractère de Slimani? T'es sérieux ou quoi? Tu crois que Slimani, on verra Yacine lui parler, là, il va le calmer. Ah, mais il va lui expliquer les exigences. Mais même Yacine ne peut pas calmer Slimani. Ouais, pour finir, on parle quand même, Jorginho, je te redonne la parole, yes, on parle quand même d'un joueur qui a joué une trentaine de matchs. Hein. Il était titulaire à Chelsea l'année dernière, hein, dans ce milieu à 3 avec Kanté et Kovacic. Donc c'est pas un joueur de seconde zone, hein, Jorginho, quand même, faut le dire. Juste pour finir, c'était l'histoire du défenseur central. Tourelle l'a dit. Moi, j'avais dit à Mousse un peu avant. Et Marquinhos, alors carrément, Marquinhos, maintenant, il s'est déclaré qu'il aimait le poste de milieu de terrain. Donc, en fait, si on veut un défenseur central, c'est simplement que dans l'idée de Tourelle, dès qu'il aura ce défenseur central plutôt solide, quoi. Ouais. Mais votre milieu défensif, il n'y a pas besoin d'aller en chercher un, il est là. Ouais, mais il reste 8 mois. Il lui reste quoi? 8 mois de contrat à Tuchel. On est quasiment sûr qu'il ne sera pas renouvelé. Donc, voilà quoi. N'importe quel autre coach qui va arriver au PSG remettra Marquinhos en charnière centrale, tu vois. Donc, il y a 8 mois à faire quand même. Il faut qu'ils trouvent leur repère avec Kimpembe parce que la Ligue des Champions arrive vite. Hein. Il y a le tirage au sort d'ailleurs, c'est jeudi. Hein. Ouais. Le tirage au sort des poules de Ligue des Champions. Donc, on verra si on débriefe en même temps le match ou si on fait vraiment un débrief du tirage. Mais ça peut être intéressant aussi de voir tout ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le mercato du Paris Saint-Germain. Hein. On arrive à tenir sur quelques noms, on arrive à faire au moins plus de 20 minutes. C'est surtout difficile de savoir ce que fait vraiment Leonardo. Ouais, franchement, il bosse très, très discrètement. D'habitude, il arrive toujours à avoir quelques infos et tout. Et même quand j'essaye de demander à des gens du club, ils me disent mais il faudrait d'abord que nous aussi, on sache dans quelle direction il va. Parce que voilà, c'est sa façon de travailler. C'est la preuve, hein, Florenzi, honnêtement. Personne la veille du transfert, c'est un journaliste italien qui le dévoile, tu vois. Donc, il bosse très, très discrètement, l'ami Leonardo, mais il va falloir quand même qu'il se bouge parce que, encore une fois, il avait des objectifs et la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain dépend aussi beaucoup de ce mercato à l'ami Leonardo. Donc, à voir le lundi 5 octobre à minuit, le bilan de tout ça. Peut-être qu'il nous sortira 2-3 joueurs de son chapeau et qu'on sera finalement tous satisfaits. Et juste Tourelle, quand il dit ça presse, il n'y a pas le temps de les préparer, les nouveaux. Bon, ça, c'est une fausse excuse parce que c'est pas comme si tu avais à renouveler 8 joueurs de l'équipe. Hein. Quoi qu'il arrive, tu as quand même déjà ta base. Il va y avoir 1 ou 2 nouveaux joueurs. Donc, l'histoire de ça arrive trop tard, on n'a pas le temps de se préparer. Bon, ça, on a vu Florenzi. Florenzi, il a fallu 4 minutes 30 pour se mettre dans l'équipe. Parce qu'il a fait sa préparation avec son équipe. Ouais, mais tous les arrivés, on fait pareil. Hein. Ouais, Florenzi, t'as l'impression qu'il est dans l'équipe depuis 2 ans et que ça tourne, quoi. T'as l'impression que c'est un vieux briscard de l'équipe. Hier, t'en parlais Nico tout à l'heure, il replaçait. Même des fois, il avait le ballon et comme ça lui apportait pas de solution, il gueulait, il disait mais venez me proposer quelque chose, quoi. Alors que ça fait que 2 matchs qu'il est dans l'équipe, donc c'est plutôt intéressant de savoir. Moi, j'ai une question pour Nico. Est-ce que Nico, dans ton deuxième club de cœur à Dijon, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose, non? Quelqu'un, un joueur pour nous dépanner? Je me serais bien envoyé Tavares, mais c'est trop tard. Ben voilà. Tavares, il est parti du côté des Émirats Arabes Unis, il me semble, prendre un peu d'argent, un peu d'oseille.
On ne pouvait pas s'aligner, je crois, sur ce qu'il prend du coup. Là. Tu sais que Julio Tavares, c'est 10 buts annoncés, c'est 10 buts minimum en Ligue 1. Écoute, il te met tes 10 buts. Après, tu as des clubs qui lâchent 12 millions sur un inconnu brésilien qui arrive blessé, qui ne va rien apporter pendant 6 mois. Donc, Commence pas, Nico, tu vas ne ramener que des commentaires négatifs en dessous du podcast. Garde-les pour tes. On va discuter sur Twitter de ça. Ouais, voilà, exactement. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais vous remercier, Yacine, Mousse et Nico, d'avoir été avec moi pendant cette heure et quart de podcast. Encore une fois, voilà, un débrief. On a tout évoqué, on a parlé de tout, donc on peut livrer ce podcast l'esprit tranquille. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, d'activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'un podcast tombe. Parce que c'est vrai que c'est pas, on fait des podcasts au lendemain des matchs, etc. Donc c'est pas toujours à une date, à un jour prévu, on va dire. Donc voilà, pour ne rien louper des podcasts, activez la cloche, likez, commentez, ça nous fait toujours plaisir et ça permet de booster l'audience de la chaîne YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Salut.